Bonsoir, ici Daniel Breton pour Montréal Autoprix Division Hybride Électrique. Ce soir, soirée budgétaire, et oui, nous ne sommes pas à Radio-Canada et la tendance ne se maintient pas. Je suis avec mon ami Martin Archambault de l'AVEC. Bonjour Daniel. Et avec Yannick Asselin, qui a beaucoup de choses à dire ce soir, n'est-ce pas? Allô Daniel, oui. Vous ne voyez pas, mais il est attaché actuellement. Il y a des tie wraps autour des jambes, puis ça se peut qu'on le muselle tantôt. Quelque chose de même. À peu près. Fait que, bref, donc il y avait les deux budgets. Il y a 2 jours, c'était le budget fédéral. Aujourd'hui, c'est le budget du Québec. Il y a, grosso modo, il y a quand même des bonnes nouvelles, mais il y a des choses qui sont un peu confuses, c'est le moins qu'on peut se dire, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu flou. C'est flou. Oui. Flou, imprécis et, dans certains cas, peut-être même un peu inquiétant, je dirais. Ouais. Ouais. Fait que, un peu, dit-il. Un peu. Fait que, on va commencer, hein? D'abord, je voulais faire une petite entrée en matière parce que, tu sais, on parle beaucoup des rabais pour les voitures électriques parce que, dans le fond, c'est ça le but de l'exercice. On est chez Montréal Autoprix Division Hybride Électrique pour parler d'électrification des transports à toutes les semaines. Mais pourquoi est-ce qu'on veut passer aux voitures électriques? Quelques petits chiffres parce qu'on parle beaucoup et souvent du côté québécois, mais du côté du Canada, on n'en parle pas tant que ça. Regardez bien ça. Si on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, du gaz et du pétrole, les pétrolières, les sables bitumineux, etc., la réalité, c'est que le dossier transport, le secteur transport, est aussi un important émetteur de gaz à effet de serre. Si vous regardez derrière moi, ce qu'on voit, là, c'est que entre 1990 et 2016, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, mais à tel point que le quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada sont les transports et un autre quart, c'est l'exploitation gazière et pétrolière. Il y en a un à 25 % les transports, 26 % pétrole et gaz. Donc, on peut dire qu'ils sont nez à nez. Donc, ces deux secteurs-là représentent plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup taper sur le clou du gaz et du pétrole, mais le secteur des transports est un secteur aussi important que le gaz et le pétrole. Ensuite de ça, si on regarde plus spécifiquement les transports, écoutez bien ça. Entre 1990 et 2016, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont augmenté de 42 %. Pour vous situer, mais en fait, c'est le double de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre des transports au Québec, qui était à peu près de 21,9 %. Fait que c'est vraiment important, c'est vraiment inquiétant même. Si on regarde pour les voitures, depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont diminué de 14 % pour une raison très simple, les gens en achètent de moins en moins. Pendant ce temps, les émissions de gaz à effet de serre des camions légers, les fameux VUS, les pick-up, les minivans, les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur-là ont augmenté de 138 %, ce qui est vraiment faramineux. N'oubliez pas qu'on doit diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et non pas les augmenter. Les émissions de gaz à effet de serre des camions moyens et lourds ont augmenté de 100 % et les émissions de gaz à effet de serre du transport de marchandises en général ont augmenté de 114 %. Donc, l'électrification des transports légers et lourds font partie des pistes de solutions extrêmement importantes et ça, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, venons au vif du sujet. On va parler du budget puis ce qu'il y a dans le budget, mais rappelez-vous que la semaine dernière, il y a eu une marche où dans des centaines de villes partout dans le monde, dont à Montréal. À Montréal, il y avait plus de 100 000 personnes. Don Méo. Ben oui, dont Méo. C'est ça, Méo l'écolo. Bref, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, parce que c'était des étudiants pour le climat, qui ont marché un peu partout dans le monde, dont à Montréal, dont à Québec, dont à Saguenay, dont à Trois-Rivières, à Sherbrooke, etc. Donc, le message était clair. Ils voulaient que le gouvernement fasse plus. Puis le gouvernement canadien, c'est pas compliqué. L'électrification des transports, on peut dire qu'il faisait presque rien. Puis d'ailleurs, si vous regardez ici à gauche, le petit tableau, c'est marqué que les émissions de gaz à effet de serre per capita. Mais en fait, les émissions de gaz à effet de serre par habitant au Canada sont les plus élevées des pays du G20, presque 3 fois la moyenne des pays du G20, qui est à 8 tonnes par personne. Là, on parle de 22 tonnes par personne. Bref, il faut faire de quoi. Donc, commençons. Proposition d'électrification des transports du budget fédéral dévoilé cette semaine. Le Canada a officiellement, mardi, établi comme objectif de vendre 100 % de véhicules zéro émission d'ici 2040, assorti d'objectifs de vente, d'ici à ce qu'on se rende là, de 10 % en 2025 et de 30 % d'ici 2030 en cours de route.
Dans le budget 2019, le gouvernement a proposé de fournir 5 millions de dollars sur 5 ans, à compter de 19-20, à Transport Canada pour collaborer avec les constructeurs automobiles afin d'obtenir des cibles volontaires de vente de véhicules zéro émission pour veiller à ce que l'offre de véhicules réponde à l'augmentation de la demande. Je vais vous demander de commenter. OK. Ben, je vais commencer avec Martin pendant qu'il se craint. Ben, écoute, le volontaire, je pense on comprend tous là, que c'est le volontaire, c'est là où le bas blesse. On demande aux constructeurs automobiles d'eux-mêmes établir sur une base volontaire la mise en place de ça. On sait que partout dans le monde où ça a fonctionné, c'est pas comme ça que ça s'est fait, puis on le comprend. Tu sais, faut le comprendre aussi quand tu es dans une industrie où tu regardes tes possibilités et la facilité avec laquelle tu peux faire de l'argent, ben tu y vas pas dans la façon qui va être plus contraignante pour toi, qui va être plus compliquée. C'est sûr que de le faire comme ça revient à dire on se croise les doigts et on espère, mais j'espère juste que personne se met des cibles imaginaires ou fixées par rapport à ça qui vont être atteintes dans les prochaines années. Là. Je pense que c'est entre ça et rien, c'est à peu près pareil. Je pense que ça résume ma façon de voir les choses. Yannick? Je seconde. Non, mais c'est pas de faire, c'est juste les sites volontaires comme ça, je dis, un exemple qui n'a aucun rapport avec les voitures électriques, si on n'aurait pas obligé les constructeurs à mettre des coussins gonflables, on n'en aurait pas. Tu sais, à partir du moment que c'est volontaire, c'est bon. Tu sais, c'est volontaire, OK, mais il n'y a pas de punition s'ils ne réussissent pas. Tu sais. Mais une punition, peut-être que ça va réussir. Tu sais, comme Martin disait, dans certains pays, oui, tu sais, on le voit le cas en Norvège. Ça, c'est un bon exemple, OK? Parce que en Norvège, il n'y a pas de cible obligatoire, on va se le dire. Sauf que la punition est tellement sévère si tu te contentes de vendre des voitures à essence parce que le niveau de taxation est tellement élevé que tu n'en vendras pas. C'est que tu n'as pas besoin de fixer un objectif sur ce point-là parce que déjà, le modèle fait que les manufacturiers ont déjà une pression pour le faire. Alors que nous, tu n'as ni l'un ni l'autre actuellement. La loi zéro émission, bon, elle est au Québec, elle n'est pas au niveau fédéral actuellement, malheureusement. Donc, il n'y a aucune pression au niveau canadien pour le faire. Et là, de dire, ben OK, on ne vous met pas de pression en vous pénalisant sur un ratio, un nombre de crédits de voitures zéro émission versus voitures polluantes. On va vous demander de faire des efforts si ça vous tente volontairement. Ben, ça ne donnera pas grand-chose. Ils ont déjà la possibilité, sur une base volontaire, de le faire s'ils veulent. Là, pourquoi ils ne le font pas? S'il y avait de l'argent à faire instantanément pour eux, là, ils seraient en train de le faire au moment où on se parle. Là. Puis d'ailleurs, moi, je me rappelle, au moment où Stéphane Dion était ministre de l'Environnement, il avait fixé des cibles de réduction de la consommation des flottes de véhicules vendus au Canada, des cibles volontaires. Et parce qu'il disait, moi, je me fie sur la bonne foi des constructeurs, ben c'est bien de valeur, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Moi, les cibles volontaires, tant qu'à moi, ça ne vaut pas grand-chose. On continue. Là, ça, c'est le fameux paragraphe qui a fait couler tellement d'encre, qui a fait, écoute, il y en a eu de l'électricité et du monde sur Facebook à cause de ce paragraphe-là. Je vais commencer par le lire, puis après ça, on va le décortiquer. Afin d'encourager les Canadiens, plus de Canadiens à acheter des véhicules zéro émission, le budget de 2019 propose de fournir 300 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2019-2020, à Transport Canada pour mettre en place un nouvel incitatif fédéral pouvant atteindre 5 000 $ pour l'achat de véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques ou à des piles à hydrogène dont le prix de détail suggéré par le fabricant est moins de 45 000 $. 3 petits points, les détails suivront bientôt. Là, écoutez, il y en a tellement à dire. Là, on va passer la soirée quasiment sur ce simple paragraphe. On va y aller questions et commentaires par question. Numéro 1. C'est marqué jusqu'à 5 000 $. Donc, doit-on croire qu'il va y avoir une gradation en fonction de l'autonomie, des batteries? On ne le sait pas. N'est-ce pas? C'est carrément ça. C'est jusqu'à 5 000. Ça veut dire qu'une voiture à 40 000 le plus, c'est plus vers les 5 000. Une voiture à 45 000, c'est-tu 3 000? C'est-tu à cause de la batterie? Si c'est une batterie, d'exemple, de 60 kW, elle a droit à 5 000. Une batterie de 40 kW, as-tu droit à 3 000? On ne le sait pas. Oui, c'est ça. Puis là, tu dis, ben, est-ce que tu donnes 5 000 à une Smart ou 5 000 à une Leaf? Puis en bas de 45 000, si on regarde pour le moment, là, en bas de 45 000, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il reste Kia Soul qui va disparaître bientôt. Hyundai Ioniq, Nissan Leaf de base et la Smart. C'est ça. Voilà. C'est assez simple.
Ensuite de ça, on parle, point numéro 2, un incitatif. Un incitatif, est-ce que ça va être un rabais ou un crédit d'impôt? Encore là, la mise en application peut être très différente. Elle peut varier beaucoup et ça a des impacts. C'est-à-dire qu'un rabais comme on a là instantané, si on regarde le rabais au provincial actuel de 8 000, qui en fait, on le sait, là, compte tenu que les taxes là-dedans, c'est pas un 8 000 réel qu'on sauve, là, ouais, dans le haut de 6 000, là, mais au moins c'est un montant fixe qui est facile à calculer. Quand tu le ramènes du point de vue d'un crédit d'impôt, ben, en fonction de notre taux d'imposition, de nos revenus, l'économie qu'on va faire va être très variable. Ça va être très difficile pour le consommateur d'avoir une idée de ce qu'il sauve réellement avec cette mesure-là. Bon, maintenant, c'est mieux ça que de ne pas en avoir. Hein? On s'entend, là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose, mais ça reste que, et on pourrait dire la même chose, je pense, pour tous les points qui sont là, le fait de ne pas préciser ces éléments-là et des amener de façon garrochée, peu détaillée, floue, c'est excessivement inquiétant, je trouve, là. Et il y en a pour lesquels on va les voir tantôt, c'est encore plus inquiétant que celui-là. Mais à tout de moins, là, on n'a aucune idée. Est-ce que ça veut dire que je vais payer mon auto en payant le plein prix, là, si je regarde au fédéral, et que lorsque je vais faire mon rapport d'impôt l'année prochaine, ben c'est là que je vais avoir un retour d'impôt. Ça peut avoir des impacts sur la liquidité du consommateur. Pour des gens, pour plusieurs consommateurs, ça peut représenter une différence dans l'application du modèle qui va faire la différence entre je suis capable ou je ne suis pas capable de m'acheter mon véhicule. Oui. Puis, moi, je veux dire, par rapport à ça, ce que j'ai entendu, c'est que lorsque ça va être clarifié, ça va être un rabais. Ça ne sera pas un crédit d'impôt. Mais tout ça reste à préciser. Point numéro 3, ça, c'est le point préféré à mon ami Yannick. Pas de date d'entrée en vigueur du programme. Écoutez, le marché a été stoppé net avec l'annonce gouvernementale. J'ai entendu qu'il y a une certaine panique au gouvernement parce qu'ils viennent de se rendre compte, eux, là, qu'en annonçant ça, en donnant pas de date, qui mettait beaucoup de monde dans la merde, aussi bien les concessionnaires que les constructeurs et que de nombreux acheteurs potentiels. Et j'aimerais que tu commentes ça, Yannick. Ben moi, depuis, comme j'ai dit quand je t'ai dit tantôt, depuis mardi soir, 5 heures, la seule chose qu'on fait, moi, personnellement, je réponds à Facebook parce que là, ça va dans tous les sens, là, ça déblatère. Ah oui, mais j'ai vu ça de tel journaliste, tata-ci, tata. On ne le sait pas. On ne sait pas la date d'entrée en vigueur. On n'a pas de date. On n'a pas les modalités du programme. On n'a absolument rien. Fait qu'à partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas rien du programme, c'est des spéculations au point à la ligne. J'arrête pas de le répéter. J'ai eu des téléphones des clients. Ah, moi, je vais changer de charge, j'ai 5 000 $ de rabais. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. L'autre affaire qui est plate, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de date en vigueur, tant qu'on ne saura pas une date, les gens qui sont en train d'acheter une voiture électrique, arrête. J'en ai des cas. Non, moi, je ne prends pas livraison de mon char, je vais attendre. Parce que c'est pas mieux. Si je prends livraison de ma voiture, mettons, le 31 mars, puis le programme sort le 15 avril, pour 2 semaines, j'ai peut-être manqué 5 000. Fait que tout le monde est en train d'arrêter présentement. Les seuls gens qui vont prendre livraison d'une voiture électrique, c'est parce qu'ils sont vraiment, mais vraiment dans la merde, là, parce que leur location finie, exemple, puis qu'ils doivent reprendre un autre véhicule. Mais autre que ça, ils arrêtent. Tout le monde arrête. C'est ça le problème. Là. Fait que... non, ça, honnêtement, là, celle-là, là, ils l'ont échappé solide là-dessus. D'ailleurs, là-dessus, Daniel, 2 ou 3 jours avant la sortie du budget, on avait déjà une petite idée que le programme s'en venait. Puis j'ai eu une discussion avec quelqu'un sur Internet qui me disait « As-tu une idée de la date d'entrée en vigueur? » Je dis « Non, le budget n'est pas sorti. » Mais je lui ai dit textuellement, je le retrouve le texte, vous allez voir, j'ai dit, mais en même temps, ils ne peuvent pas annoncer ça puis pas annoncer de date. Ils vont tuer le marché entre le moment où ils vont annoncer la mesure puis le moment où ça va être en vigueur. Il n'y a plus rien qui va se vendre. Pour 5 000 $, là, je veux dire, moi, là, je le disais tantôt, j'ai acheté mon véhicule électrique en 2000. En fait, je l'ai commandé en 2011, pardon, puis le programme est tombé en vigueur le 1er janvier 2012. Hein. Mon véhicule est arrivé chez le concessionnaire au mois de novembre. Ben, je peux te dire que mon concessionnaire, j'avais un deal avec lui qui me le gardait dans le showroom. À l'époque, il n'y en avait pas d'auto électrique. Ça lui permettait de montrer ce que ça avait l'air. Puis je suis allé le chercher le 3 janvier. Pour 8 000 $, je vais attendre un peu. Là. On s'entend. Moi, je pense que je ne suis pas à l'étape de ma vie où je peux me permettre de perdre 8 000 $ pour avoir l'auto une couple de semaines plus vite. Je ne suis pas une exception à la règle. Les consommateurs sont comme ça. Puis je me mets à leur place et ils ont tout à fait raison. Pour 5 000 $, on va attendre de savoir quand c'est en vigueur. Si c'était dans 1 an et demi, ben là, peut-être je vais me poser la question, je l'achète tout de suite. Mais si dans 2, 4 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ben ça se peut que, à la limite, que je paye une pénalité sur ma location actuelle de voiture, quelque chose pour être capable de m'étirer jusque-là. Même si je payais une double mensualité, je vais être encore gagnant sur le retour du 5 000. Fait que c'est ce que je vais faire. Donc, on vient à toute fin pratique
d'arrêter le marché, à moins, puis on va le voir plus tard, il y a les modalités, à moins qu'on soit sûr que le véhicule qu'on vise ne sera pas éligible à cette subvention-là. Là, à ce moment-là, si on sait ça, ben, on n'a rien à perdre, puis on peut y aller. On avait eu la conversation, mais puis toi, il y a quelques jours avant le budget. Ouais. On disait, on disait, j'espère qu'il n'arrivera pas avec une date de mise en vigueur au mois de juin. Puis toi-même, tu disais, voyons, ils ne peuvent pas faire ça, ça va tuer le marché. Ouais. Sans gros pays, ils n'ont pas mis de date. Donc, ça, c'est une grosse bourde. Moi, les rumeurs que j'ai entendues, les échos, c'est qu'ils sont un petit peu en panique. Puis là, il y a des réunions d'urgence pour essayer d'annoncer ça rapidement. Parce que là, ils sentent vraiment la pression. J'espère qu'ils sentent assez la pression pour que... Moi, je pense que s'ils annonçaient ça pour le 1er avril, ça serait correct. Ça serait endurable. T'sais. Mais il ne faut pas qu'ils niaisent. Puis il faut que... Et puis si c'est au 1er avril, il ne faut pas qu'ils l'annoncent à la fin du mois. Il faut qu'ils l'annoncent genre la semaine prochaine pour le 1er avril. Il ne faut pas qu'ils annoncent juste une date. Il faut qu'ils annoncent une date et des modalités parce que les concessionnaires doivent être prêts à appliquer ce rabais-là. C'est pas juste de dire OK, il faut que je l'applique, mais comment? Il faut que ça soit clair et précis. Là. Donc, on aiguise nos crayons et on fait des meetings, les boys. Là. Ouais, vraiment. Ça, je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Ensuite de ça, point numéro 4, en limitant les rabais de 5 000 aux véhicules de moins de 45 000. Là, on parle du prix de détail suggéré du fabricant. Le gouvernement fédéral élimine de facto tous les véhicules électriques à plus de 300 km d'autonomie. C'est-à-dire Hyundai Kona électrique, Kia Niro électrique, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt, Nissan Leaf Plus, Kia Soul EV 2020, etc. Ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ça va venir... On va le voir un peu plus tôt, dans un autre point plus bas là, pour expliquer c'est quoi le PDSF. Mais je dis, arrivé à 45 000 $, je dis, tous les gens vont dire, ça me prend un véhicule qui a plus de kilométrage, d'autonomie de batterie, etc. Tant qu'à ça, donnez-les pas. Moi, personnellement, c'est ça. C'est tellement ridicule comme les véhicules qu'ils ont présentement. Puis étant donné qu'on ne connaît pas les modalités et les politiques, c'est encore plus ridicule. Parce que si on regarderait comme le cas de la Nissan Leaf Plus, la S est admissible, mais la S-Ville ne l'est pas. C'est comme... en tout cas, on va voir le point, on va revenir sur le point plus tard, là, mais mets-la à 50 000. Au moins, mets-la à 50 000. Là, ça, c'est un excellent point. Hein? La ligne, là où elle a été tracée, là où il aurait été le fun qu'elle soit tracée, c'est pas 2 fois plus. Là. C'est quelques milliers de dollars de plus et ça fait toute la différence. Tu penses de probablement 10-15% des véhicules sont admissibles à 70% des véhicules sont admissibles juste en bougeant de quelques milles. Là, ma première constatation, quand j'ai vu ça, j'ai fait si c'est pas prémédité, puis je peux pas présumer d'une préméditation sur un sujet comme celui-là, c'est vraiment qu'ils sont mal informés. Qui les a conseillés sur où mettre la barre? Tu veux dire, le 45 000, il n'est pas sorti du ciel. Là. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit j'ai regardé ça, puis je pense que c'est là, il faut le mettre. Qui est cette personne qu'on lui parle? Puis, oui, non, je m'en doute. Mais pourquoi? Puis moi, c'est ce que je comprends mal. Là. Nous, à l'AVEC, on multiplie les demandes de rencontres avec ces gens-là. On en a rencontré plusieurs. On va encore en rencontrer plusieurs. On est là pour les conseiller. On aurait pu leur donner des chiffres, des statistiques. On aurait pu les aiguiller au bon endroit. Puis on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres aussi qui peuvent le faire. Mais ils ont les ressources. Moi, c'est ce que je trouve dommage. Là, c'est que la première réaction, c'est pourquoi ils n'ont pas consulté. Ça aurait été un léger ajustement. À la limite, là, ils vont subventionner peut-être un peu moins de véhicules en termes de nombre de véhicules subventionnés, mais ils vont subventionner les bons véhicules. Là, c'est comme si le marché s'en va dans une direction, puis on va subventionner uniquement les véhicules qui ne sont plus dans la direction où le marché s'en va. La nouvelle génération de véhicules qui va sortir, les 2020, qui vont sortir très bientôt, ils ont des autonomies de quoi? Des 300, exactement. Donc, des batteries de 40 kWh et plus, là, forcément. On va être légèrement, pour les plus petits, en haut du 45 000. Puis là, évidemment, on peut monter, mais on va toujours être un petit peu en haut. Fait que là, c'est deux choses l'une. Ou alors, on va subventionner que très peu de véhicules parce que la grande majorité, ça ne s'appliquera pas. Ou alors, on va mettre une pression, et c'est ce qu'il y en a qui disent, sur les manufacturiers pour baisser un petit peu le prix pour arriver en bas. Donc, un véhicule qui a un prix de détail suggéré, par exemple, de 46 000 l'effort pour être capable de l'amener, mettons, à 44 995 est-ce que le manufacturier va jouer sur son prix de détail suggéré pour être capable de le ramener en bas? Peut-être que Yannick peut répondre à cette question-là. Mais c'est ce que tout le monde spécule actuellement. Parce que s'il ne le fait pas, si le fabricant ne dit pas « je vais baisser de 1 000 mon véhicule », c'est un 5 000 de subvention qui vient de partir et qui va faire en sorte qu'on ne sera pas capable de vendre un véhicule. Moi, je veux dire quelque chose aussi là-dessus. C'est qu'il n'y a pas juste cet aspect-là.
C'est-à-dire que les véhicules qui vont être en bas de 45 000, là, on se l'est dit, là, Smart, Leaf de base, Ioniq de base et la e-Golf. Oubliez la e-Golf. La quantité d'e-Golf là, qui produisent et qui vendent dans une année, on ne parle pas de la e-Golf. Je veux dire, tu sais, ça, ils vont en vendre, d'après moi, s'ils en vendent ça cette année, là, ça va être ça. Tu sais, j'exagère, mais à peine. Mais là où je veux en venir, c'est que, considérant que, je vous le disais tout à l'heure, les émissions de gaz à effet de serre des voitures ont diminué de 14 %. Les émissions de gaz à effet de serre des camions légers ont augmenté de 138 %. OK? Fait que si les seuls véhicules qu'on veut subventionner à coût de 5 000 $, c'est les petits véhicules, les petites voitures à petite autonomie, on s'entend-tu qu'on ne tassera pas un seul multisegment au VUS sur le marché? Là? C'est certain. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas... Tu comprends ce que je veux dire? C'est que cet argument-là, pour moi, ça affecte le plafond de 45 000, parce qu'on parle de 45 000 pour des voitures, quand on parle de Kona électrique, Niro électrique, Tesla Model 3, ce ne sont pas de gros véhicules. Mais là, il y en a d'autres qui s'en viennent qui sont un peu plus gros. La Tesla Model Y, le nouveau VUS de Chevrolet. Mais si eux autres, ils arrivent à 53 000, mais que tu n'as pas droit à ça, moi, je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau complètement, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à l'objectif visé, c'est pas de donner de l'argent pour donner de l'argent. L'objectif visé, c'est d'amener plus de véhicules électriques à la place de véhicules plus polluants. Donc, il faut viser les véhicules polluants, forcément. Exactement. Autre question, c'est une question d'Yannick. Qui va s'occuper de la demande de subvention? Le concessionnaire ou le client? On n'a pas de réponse. Aucune réponse. Est-ce que les constructeurs automobiles vont baisser leur prix? Ça, tu parlais de ça. En augmentant leur taux d'intérêt, parce qu'ils peuvent jouer là-dessus. Ils peuvent dire, regarde, on va se mettre à 44 900, mais au lieu de 2,9, on va te le faire à 4,9. Fait comme ça, eux autres ne prendront pas de scène. Ça va te coûter le même prix, mais ils vont être admissibles à une subvention. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Je dis, je voyais des affaires passer après-midi. Ah, oui, mais le concessionnaire va baisser le prix de PDSF. Pas le constructeur, le concessionnaire. Le concessionnaire décide de rien là, dans le PDSF. C'est tout le constructeur. Puis honnêtement, je dis, le gouvernement, il ira pas voir le concessionnaire, va dire, ah, en passant le PDSF de ce véhicule-là, c'est combien? Ils vont suivre au chiffre du constructeur. Oui, fait que ce qui arrive, c'est que, arriver avec un cas comme ça, que, augmenter le taux d'intérêt, oui, ça pourrait se faire. Là, c'est sûr qu'on regarde les taux d'intérêt, puis depuis le début de l'année, je regarde les taux d'intérêt n'ont pas vraiment baissé, les taux d'intérêt. Il y a une question aussi de Trump avec toute sa politique d'aluminium puis des taxes sur l'acier. Les constructeurs perdent de l'argent. Là. Fait que là, ils se rattrapent sur certaines places. Ouais. Les taux d'intérêt, il y a un peu moins de rabais un peu ici et là. C'est sûr que ça fait partie des scénarios. Ça peut faire partie des scénarios, oui. C'est vrai. Ensuite de ça, qu'en est-il des véhicules hybrides rechargeables? Ça, là, je peux vous dire qu'il y a des gens qui avaient des sueurs froides de mardi soir. Parce que là, on parle de véhicules hybrides rechargeables qui, semblerait-il, ne seront pas admissibles au rabais. Donc, Outlander PHEV, Prius Prime, Ioniq PHEV, Niro PHEV, Volt, Clarity PHEV, etc. Là, puis là, je parle même pas des... Je parle même pas des véhicules plus chers, là. Je parle pas des BMW, puis des Audi, puis des Porsche, puis des machins. Là. Mais ça, c'est pas encore certain. Ce que j'ai entendu, et encore là, on est dans le domaine des oui-dire et des rumeurs, de la spéculation, mais ce que j'ai entendu, en fait, je me fie quand même pas sur les rumeurs sur Facebook, là. C'est que là, il y a des négociations intenses dans les prochains jours qui vont se faire pour, comme les paramètres sont pas encore tout établis, puis qu'il y a du flou. Exactement. Ils vont profiter du flou pour essayer de rentrer ça en douceur, pour faire en sorte qu'il y ait des PHEV qui vont peut-être avoir, si jamais ils ont un rabais, qu'il y ait un rabais moindre, mais qui ne soit pas tassé carrément. Fait que ça, c'est certain que ça va faire partie des discussions et des clarifications qui vont devoir être faites. Point numéro 9, ça, je la trouve très drôle parce que ils offrent un rabais pour les véhicules à hydrogène de moins de 45 000 $. Lesquels? Lesquels? Je veux dire, c'est même pas proche. Là. Le moins cher est même pas proche. Non. On est à 50% par-dessus. Là. Fait que il aurait pu tout simplement pas le dire, puis ça aurait été pareil. Sauf que... Mais ça coûtera pas cher au gouvernement, ça, par exemple, de subventionner les voitures à hydrogène. Ça, c'est une politique très, très, très économique. C'est un sain budget. Maintenant, en même temps, politiquement, on est ouvert à l'hydrogène. On subventionne l'hydrogène. C'est ça, donc ça paraît bien. Je connais pas toutes les accointances entre le gouvernement en place et la filière hydrogène, mais on est gentil envers l'hydrogène, mais en même temps, ça ne coûtera rien.
Moi, j'ai-tu le droit de le dire, moi? Moi, je peux te le dire qu'il y a eu plusieurs articles dans le Journal de Montréal, justement, qui parlaient des accointances entre le gouvernement actuel et des lobbyistes de l'hydrogène. Fait que oui, mais j'ai trouvé ça très drôle, moi. Oui, ça paraît bien. La limite de PDSF. Quand on parlait du 45 000 $ pour le prix de détail suggéré du fabricant, est-ce que ça va être basé sur le PDSF de base ou PDSF incluant les coûts de transport et préparation? On ne sait pas. Est-ce que c'est avec ou sans équipement? On ne sait pas. Et ça, Yannick, j'aimerais ça que tu commentes ça. OK. Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, l'Office de protection du consommateur oblige les constructeurs, quand ils font une publicité, soit sur Internet, soit sur au niveau de la radio, peu importe, à inclure le transport et préparation dans le prix de détail marqué à l'écran. Donc, exemple, je vais prendre l'exemple de la boat. OK? La boat, le prix de détail de base est à 44 800 $ plus 1 795 $ de transport et préparation, plus la taxe d'air climatisé, ça revient à 46 695. OK? Donc, s'ils disent, on va en fonction d'inclure le transport et préparation, la boat est morte. On vient de l'oublier carrément. OK? Par contre, à l'extérieur du Québec, toutes les autres provinces du Canada n'ont pas l'obligation, les constructeurs n'ont pas l'obligation de montrer dans le prix de détail suggéré le coût de transport et de préparation et la taxe d'air climatisé. Donc, mais est-ce que c'est le même PDSF? Oui, c'est le même PDSF partout au Canada. OK? Parce que ça serait carrément idiot de la part d'un constructeur de dire ah, ben, il y a une subvention de 8 000 au Québec, on va jacker le prix de 8 000, mais en Ontario, on va baisser le prix de 8 000. Mais le client va dire ouais, je vais aller en Ontario, il est 8 000 moins cher. Fait que c'est pour ça que c'est le même PDSF partout au Canada. Donc, il y a un flou. Oui, il y a un flou parce qu'on ne sait pas sur quoi ils vont se baser. L'autre chose aussi. Par contre, Yannick, étant donné que c'est une subvention fédérale, on peut présumer qu'ils vont vouloir l'appliquer de la même façon coast to coast, pour prendre le langage de Molière. Donc, ils vont l'appliquer sur le vrai PDSF, c'est-à-dire que le prix de détail suggéré du fabricant avant le transport, etc. Je présume, mais tu sais, en fait, en même temps, je présumais qu'il donnerait une date de mise en application proche, puis on est passé à côté, mais j'aurais tendance à penser qu'étant donné que c'est pan-canadien, que ça va être une règle qui va être égale pan-canadienne, je ne peux pas croire qu'un Ontarien va avoir un rabais de 5 000 sur une boat, mais qu'un Québécois ne l'aura pas. Pour une politique fédérale, ça n'aurait aucun bon sens. Mais l'autre chose aussi, c'est dans le point où on parle, c'est avec ou sans les équipements. À 44 800 $, là, on parle d'une boat blanche. Là. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui va dire ah, ben j'aimerais. Tu sais, la petite rouge, je l'aime bien, elle est bien cute, je l'aimerais. Ben, 695 $ de plus, en passant le 5 000, c'est fini. Là. Vous n'avez plus le droit à ça, là, parce que vous prenez la couleur. Ben, il va se vendre la blanche. Plein de boats blanches. Ça va venir le même principe. Le client qui va dire ben, moi, j'aimerais savoir les sièges de cuir, je vais avoir une boat Premier. Il peut pas, il n'y a pas de 5000. Fait ça, c'est vraiment un flou qui est. De façon, tout ce qu'ils ont fait là, c'est inacceptable dans mon livre. Là. Ce que ça veut dire, dans la poche du contribuable, là, il veut une bolt avec des sièges de cuir, donc il accepte de payer, je ne sais pas combien ça coûte de plus, 5 000 de plus? Ben non, c'est 10 000 de plus. Parce que on perd une subvention de 5 000, plus on paye 5 000 pour avoir les sièges de cuir. Ça vient de coûter 10 000 pour avoir des sièges en cuir. Ça se peut, je m'assois sur du tissu. Là. Tu comprends? Non, mais on va s'acheter 2-3 jackets qu'on va replacer. Non, mais ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, la bonne façon de le faire, ça serait de prendre le PDSF de base, mais de prendre le PDSF du modèle de base. Donc, exemple, je reviens avec la boat, OK? Dire la boat. Tu parles beaucoup de la boat, coudonc. Il me semble que la dernière fois que quelqu'un payait mon chèque de paie, c'était bourgeois, je pense. Ah, oui, c'est ça, hein? Non, c'est ça. Fait qu'on parle de 44 800. Si ils disent on va se fier au PDSF de base du modèle de base pour accepter tous les modèles dans la gamme, là, ça serait correct parce que je crois qu'au provincial, c'est comme ça qu'ils le font. Parce que je me souviens au début, quand il y avait le flou du 75 000 à cause du modèle 3, il n'était pas trop sûr, puis le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils prennent le plus petit modèle de base et le trigger se fait sur lui-même si tu ne prends pas. Exact, oui, c'est ça. Ouais. Ce serait la bonne façon. Honnêtement, ce serait la bonne façon de faire. Honnêtement, là, ce serait la. C'est bon. OK. Et 11e question. Les entreprises auront-elles droit au rabais de 5 000 $? Ce qui nous amène à la question suivante, parce qu'on ne sait pas. OK? Donc, point suivant. Les entreprises, ça, c'est intéressant. Il y a des avantages fiscaux pour l'achat de véhicules légers, moyens et lourds, c'est-à-dire voitures, camions, autobus, etc. Et je vais lire le passage du gouvernement. Afin de soutenir davantage l'adoption par les véhicules électriques de véhicules zéro émission, c'est ça. Afin de soutenir davantage l'adoption par les entreprises de véhicules zéro émission,
Dans le budget de 2019, le gouvernement propose que ces véhicules soient admissibles à une déduction fiscale complète l'année où ils sont mis en service. Et ça, c'est à compter du 19 mars 2019, jour du budget. Les véhicules admissibles comprendront les véhicules fonctionnant grâce à des batteries électriques, les véhicules hybrides rechargeables munis d'une batterie d'une capacité d'au moins 15 kWh, et les véhicules fonctionnant grâce à des piles à hydrogène. Donc, on parle des véhicules légers, moyens et lourds achetés par des entreprises. Là, j'ai fait un petit calcul et j'ai passé de longues minutes avec une comptable aujourd'hui. Présentement, par exemple, si tu es un travailleur autonome, OK, la déduction à laquelle tu as droit, c'est jusqu'à 30 000 Ça ne veut pas dire que si tu achètes une voiture au-delà de 30 000 que tu n'as pas droit à cette déduction-là. Ça veut dire que ta déduction maximale, c'est 30 000 Si, à partir du 30 000 si on fait un calcul, ce que ça veut dire, c'est que si avant, tu partais grosso modo d'à peu près 30 000, puis là, tu soustrayais ça sur 5 ans, ce que ça voulait dire, c'est que ça te donnait une déduction fiscale de 8 000 sur 5 ans. Aujourd'hui, avec les voitures électriques, on parle des voitures, là, on parle des voitures et camions légers, c'est pas à 30 000 que tu es limité, c'est à 55 000. Si tu fais le même 70 %, ça veut dire que tu pars de 55 000 fois 70 %, ça donne 38 500 en déduction fiscale. Grosso modo, ce que ça veut dire. Moi, j'ai fait un petit calcul. Si, par exemple, ton taux d'imposition est de 40 %, bien, tu vas avoir droit à une déduction, évidemment, ça si tu payes des impôts, là, OK, de grosso modo à peu près 14 000 l'année prochaine, parce que c'est sur un an, versus 8 000 avec l'ancien régime sur 5 ans. Donc, c'est clairement avantageux pour les travailleurs autonomes, pour les entreprises qui font de l'argent, on s'entend. Et ça réintroduit la possibilité pour les gens d'avoir une voiture hybride rechargeable. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour les voitures 100% électriques, c'est aussi les voitures hybrides rechargeables, mais seulement Volt, Clarity et Pacifica parce que tu dois avoir une batterie d'au moins 15 kWh. Fait que les Prius Prime, puis les Ioniq PHEV, puis les Kia Niro PHEV ne sont pas admissibles à ce programme-là. Fait que ça, moi, je pense que c'est très intéressant. Si vous êtes travailleur autonome, si vous êtes en entreprise, ça vaut la peine de vous pencher là-dessus parce qu'il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. On continue. Infrastructure de recharge et de ravitaillement. Ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que lorsque la ministre McKenna est venue la semaine passée avec Stephen Guilbeault parler du futur programme qui s'en venait, j'ai posé la question. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes au courant que votre fameuse initiative d'infrastructure de recharge pour voitures électriques et carburants de remplacement, une partie très importante de l'argent ne va pas vers des bornes de recharge, ça va vers des stations à hydrogène puis des stations gaz naturel. Elle n'était pas au courant. Je lui ai appris. Moi, j'ai dit, ce serait bien que pour le nouveau budget, ça soit consacré, puisqu'on parle d'électrification des transports, que cet argent-là soit consacré aux bornes de recharge pour voitures électriques. Eh bien, ils n'ont pas changé de programme de financement d'infrastructures de recharge et de stations de ravitaillement. Mais là où c'est drôle, parce qu'ils parlent d'ajouter 130 millions de dollars sur 5 ans à compter 2019-2020 pour mettre en place de nouvelles stations de recharge et de ravitaillement dans les milieux de travail, les espaces de stationnement public, les immeubles commerciaux et résidentiels. Là, sur leur dossier, mais de la façon dont c'est présenté là, ça veut soit dire qu'ils ne mettront pas de réservoir d'hydrogène, donc de stations-service à hydrogène, ou alors ils vont en mettre dans des endroits très peu recommandables pour ce genre de carburant-là. Moi, c'est ce que je comprends. Là. Effectivement. À Côte-Jouac, c'est une bonne place pour hydrogène. Hein?
Fait que bref, encore là, matière à questionnement, disons. Conclusion. Là, on parle du fédéral. Il y a des annonces qui sont quand même intéressantes. Il faut quand même dire, le gouvernement fédéral commence à se réveiller, mais ce sont des annonces qui sont mal planifiées, mal conçues. Il y a clairement un problème de compétence. Puis la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que toi, Yannick, mais j'en ai parlé avec un paquet de monde, c'est à peu près unanime. On a vraiment l'impression qu'ils ne savaient pas trop où ils s'en allaient. Oui, effectivement, puis je vais renforcer ce que tu viens de dire, Daniel. On a peut-être été un peu sarcastique et négatif là, depuis le début, mais quand même, on n'avait rien et là, on a quelque chose. Il n'est pas parfait, il n'est pas comme on l'aurait voulu, il est flou, il manque de précision, les seuils ne sont pas à bonne place, il n'est pas là encore, ou en tout cas, bon, on ne sait pas quand. Mais à tout de moins, il y a quelque chose, il y a une volonté, puis il y a une mise en place maladroite, mais une mise en place quand même. Fait que soyons quand même honnêtes. Mais ça reste que pour nous, peut-être que pour quelqu'un d'autre au Canada qui est un peu plus loin de cette réalité-là, nous, c'est déjà une couple d'années qu'on a un programme qui est en place, qui est clair, qui fonctionne, dont on connaît les modalités, qui est assez facile à appliquer, qui pourrait être différent, mais en même temps, il fonctionne bien. Il y a une nette impression d'amateurisme dans la présentation de la chose. Puis je l'ai dit tantôt, puis je le redis encore, ces gens-là ont accès à de l'information. Il faut qu'ils se renseignent auprès des bonnes personnes. On ne cesse de les approcher pour discuter avec eux. Non pas pour imposer notre façon de voir les choses, mais des fois d'avoir la bonne information pour être capable de prendre. Tu sais, n'importe qui travaille en gestion le sait. Des bons gestionnaires ne peuvent pas avoir dans leur tête toute l'information, tout le savoir. Il faut s'entourer de gens compétents, aller chercher l'information dont on a besoin et de prendre une décision éclairée qui relèvent sur des données probantes puis qui sont mesurées, qui sont quantifiables puis qui sont bien définies par des experts. C'est malheureusement ce qu'ils ne semblent pas avoir fait. On se trompe peut-être, mais c'est l'impression que ça donne. Mais l'intention est là, le modèle il est là, il faut juste là, maintenant qu'il clarifie et vite. Très vite. Non, c'est comme que dit, tant qu'à avoir annoncé ce qu'ils ont annoncé, annoncez-les pas. Annoncer quand que tout le programme est là avec une date. Moi, personnellement, je vois ça comme des amateurs. Là. C'est carrément comme ça, je le vois. C'est un non-sens d'avoir fait ça comme ça. Fait que, en tout cas. Écoutez, moi qui ai déjà été responsable d'une stratégie d'électrification des transports, moi je regardais ça puis je me disais, lorsque j'étais au gouvernement, on a sorti notre plan d'électrification des transports en 1 an. Le gouvernement actuel est au pouvoir depuis presque 4 ans. Nous, en 1 an, on a présenté un document de 103 pages avec tous les détails et toutes les modalités. Eux, ils ont présenté un document de 3 pages dans lequel il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup de questions et beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Fait que je ne peux pas faire autrement que de trouver ça amateur. C'est vraiment amateur. Je suis estomaqué de voir à quel point il y a des lacunes dans l'annonce qui a été faite. Cela dit, je sais, il y a des gens qui sont en train de leur parler, qui vont leur parler dans les prochains jours de façon urgente parce qu'ils l'ont échappé, mais l'intention au départ était bonne. Fait que je pense qu'ils vont se rattraper et il faut qu'ils le fassent, mais moi je le dis, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça fait un peu pioui. Fait que là, on va passer au budget québécois. Ça va être pas mal plus simple. Beaucoup plus simple, en fait. Pourquoi? Ben pour une raison très simple, c'est que nous, ça fait un bout qu'on parle d'électrification des transports. Ça fait un bout qu'on travaille sur l'électrification des transports. Donc, les choses sont déjà bien avancées au Québec. Fait que, première chose qui a été annoncée tout à l'heure, le gouvernement du Québec alloue un financement additionnel, ça c'est annoncé, de 433,8 millions de dollars qui devrait encourager l'acquisition d'environ 66 000 véhicules électriques et l'installation de près de 27 500 bornes de recharge à domicile, en plus de 1 200 bornes de recharge au travail jusqu'en 2021. Donc, si on considère qu'il y a environ 45 000 véhicules hybrides rechargeables et 100 % électriques qui circulent déjà au Québec, on peut d'ores et déjà conclure qu'avec ces fonds, avec 66 000 plus 45 000, le gouvernement compte soutenir financièrement l'atteinte de pas 100 000 véhicules électriques, mais 110 000 véhicules électriques, ce qui est dans le fond 10 % de plus qui avait été annoncé. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. En fait, je pense que ça vient cristalliser un peu de l'information
qu'on semblait détecter, c'est-à-dire que malgré une campagne électorale un peu, dans le cas de la CAQ, un peu maladroite au niveau de l'environnement, dans lequel on a senti un petit crescendo vers la fin quand ils ont vu que vraiment c'était pas anecdotique pour les Québécois, là, c'était quelque chose qui était important. Il y avait quand même une crainte qui persistait. Les informations qu'on avait étaient au fait qu'effectivement cette subvention-là serait maintenue. On en a la confirmation, on est très heureux. Le cap des 100 000, et là on voit que c'est un petit peu plus, 110 000 véhicules devraient être atteints avec ces sommes qui sont ajoutées là. Maintenant, puis là je ne veux pas revenir sur le sujet qu'on a eu tantôt, mais la croissance des ventes au Québec est accélérée par les subventions québécoises, mais pourrait être grandement freinée par le flou de la subvention canadienne. Hein? Fait que je vais juste vous dire que, en supposant, et je ne le souhaite pas, qu'on a 1, 2, 3 mois de flou sur la subvention canadienne, attendez-vous à avoir quand même un très grand ralentissement au Québec malgré l'annonce de poursuite de cette subvention-là. Là. Ça, je ne peux pas croire que ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'espère que non. Mais une chose, par exemple, que je tiens à dire, c'est qu'il y a des gens qui craignaient que l'arrivée de la subvention du... Non, pas l'arrivée de la CAQ, mais l'arrivée de la subvention de 5 000 annoncée mardi fera en sorte que le gouvernement du Québec dirait, nous autres, comme ils mettent plus d'argent, nous autres, on va en mettre moins. Fait que là, on est rassurés, ce n'est pas le cas, et c'est une excellente nouvelle. En plus, une autre très bonne nouvelle, surtout si vous êtes client de Montréal Autoprix Division hybride électrique, mais tous ceux et celles qui vendent des voitures électriques d'occasion, le fameux projet pilote d'acquisition de véhicules 100% électriques d'occasion n'est plus un projet pilote. Et oui, c'est maintenant partie prenante du programme régulier Rouler électrique. Donc, ça, écoutez, pour les gens qui ne veulent pas mettre autant d'argent, parce qu'il y a des gens, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ça peut être aussi parce que ça ne leur tente pas de mettre 40 ou 50 000 sur une voiture électrique. Donc, le projet pilote devient programme régulier. Ça veut dire que jusqu'en 2021, ce programme-là, pour l'achat de voitures 100% électriques, va exister. Il y a 21,7 millions de dollars qui sont alloués à ce programme-là, ce qui, j'ai fait un calcul rapide, va être assez pour financer l'achat d'à peu près 5 400 véhicules électriques d'occasion. Très bonne nouvelle. Moi, je suis très content. On est rendu à 115 000 véhicules, là. Ouais. 110 000 plus 5 000, ça fait 115. En fait, plus que ça, OK? Je vais vous dire une chose. Faisons un calcul rapide. Parce qu'on parle de 110 plus 5, ça fait 115. Mais rajoutons le rabais fédéral. Ouais. Fait que ça veut dire qu'on peut se rendre à 125, 130, là. Tu sais, facilement. Cela dit... Si le rabais fédéral entre en vigueur rapidement, ça veut dire qu'un Québécois qui fait l'acquisition d'une voiture électrique va avoir un rabais total qui va presque équivaloir ce qu'avait l'Ontario, qui était de 14 000 là, 14 400, je pense, 14 400. Et là, on va être à 13 000. On va être très près. Tu sais, on disait tout le temps, c'est tout un rabais en Ontario. Ben, on va avoir l'équivalent là, ici. Et on est les seuls, avec la Colombie-Britannique, qui a une subvention aussi provinciale. Donc, on est vraiment dans une excellente situation là, ici là, pour faire l'acquisition de ces véhicules-là, neufs ou usagés. Même mieux que ça. Écoutez bien. Rappelons-nous une chose. Il y a présentement un rabais fédéral américain à l'achat d'une voiture électrique. En Californie, il y a un rabais d'État. Okay? Sauf que le rabais fédéral, pour les constructeurs automobiles qui ont vendu leurs 200 000 voitures, leurs 200 000 premières voitures électriques, le rabais disparaît. Donc, GM, Nissan et Tesla, c'est terminé. Ça veut dire que le Québec va être mieux positionné que la Californie dans les 2-3 prochaines années pour de nombreux modèles. Fait que ça nous place dans une situation vraiment enviable. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais l'endroit où il se vend le plus de Tesla, à part la Californie, là, c'est le Québec. Ça, je vous le confirme, là. Pas de misère à le croire. Mais, cela dit, le fameux programme dont on parlait, c'était un programme qui était assez compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait que ça soit une voiture électrique 2014, 2015, 2016, fallait qu'elle soit 100% électrique, fallait pas qu'elle vienne du Québec. Bon. Là, maintenant, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle mouture? Est-ce que ça va être les mêmes paramètres? Est-ce que les années visées vont rester les mêmes? J'en doute fort, parce que là, si on étire ça sur 2 ans, logiquement, ça va peut-être monter à 16, 17, 18, on ne le sait pas. Est-ce que ça va continuer à n'inclure que les voitures 100% électriques ou encore, finalement, va-t-on se retrouver avec des rabais, par exemple, pour les vols d'occasion? Ou... Il y a tellement de vols sur le marché, c'est tellement une voiture populaire qui est aimée
Puis pour plusieurs personnes qui étaient une voiture d'entrée dans le monde de l'électromobilité, ils ont switché pour une voiture 100% électrique à haute autonomie. Donc, leur voiture, leur Volt est disponible et pourrait trouver preneur très facilement, là. Puis pour le nouveau consommateur qui va s'acheter une voiture d'occasion, c'est aussi une voiture aussi sécurisante pour lui qu'elle l'a été pour ce premier acheteur-là. Donc, d'avoir une voiture qui va être qui va pouvoir à la fois rouler électrique et rouler avec de l'essence. Donc, il y aurait énormément de réutilisation et d'augmentation de nombre d'électromobilistes sur les routes si on pouvait permettre à ce type de véhicule-là d'être dans le programme de voitures d'occasion. Et ce sont de bonnes voitures. Fait que je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais moi, je pense que d'abord, c'est intéressant. Mais effectivement, j'ai hâte de voir le détail. Maintenant que le nouveau programme a été mis en place, est-ce que ça va. Puis d'ailleurs, est-ce que ça va inclure nécessairement, obligatoirement, que les véhicules qui viennent de l'extérieur du Québec? C'est une autre question. Fait qu'on attend ces détails-là. Cela dit, les questionnements demeurent quand même beaucoup moindres qu'avec le fédéral. Et voilà donc, il va y avoir aussi une révision des critères d'admissibilité au rabais maximal offert par le programme Rouler vert. C'est-à-dire que, si vous regardez derrière moi, vous pouvez le voir, OK, ce que ça veut dire, c'est que le rabais à l'achat d'un véhicule neuf qui va jusqu'à un 100% électrique, qui va jusqu'à 75 000, à partir de 2020-2021, il n'y aura plus de rabais pour les voitures 100% électriques en haut de 60 000. OK? Donc, ça, c'est une chose qui va changer. Et pour les véhicules de 75 000 à 125 000 qui avaient droit à 3 000, là, ils n'auront plus droit à rien compté 2020-2021. Donc, c'est-à-dire dans un an. Pour les véhicules d'occasion, ben, en fait, si on regarde, présentement, c'est 4 000 jusqu'à 75 000. De 75 000 à 125 000, c'est 1 500 $. Honnêtement, vous et moi, ça ne changera pas grand-chose, là. Mais ça veut quand même dire qu'à partir de 2020-2021, pour les voitures de 60 à 75 000 d'occasion, il n'y aura plus de rabais. Encore là, moi, je ne verserai pas une larme. Mais tout ça pour dire que c'est quand même, c'est intéressant, ça montre que le gouvernement a vraiment à cœur l'électrification des transports. Parlons maintenant des gagnants et des perdants. Chez les constructeurs automobiles, moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, je pense que si ça ne change pas, c'est comme tel. Je pense que Toyota, il perd au change parce que lui, il n'y a pas de voiture 100% électrique et sa voiture hybride rechargeable, pas assez d'autonomie. Donc, Toyota risque de perdre des ventes. Non, mais il va pouvoir vendre des Mirailles. Ah non, c'est vrai. Elle est trop chère. Fait que Nissan est clairement gagnant. Puis là, Hyundai, Kia, Chevrolet, ça, on va le savoir dans les prochains jours. À part ça, Tesla, je pense qu'ils vont être gagnants à cause des entreprises et des travailleurs autonomes. Donc, ça fait partie de l'équation. Les pétrolières, elles ne sont pas perdantes parce que, dans le budget, il y a un nouveau programme de plus de 100 millions pour les aider à se verdir. Fait que, voyez-vous, ils ne perdent pas au change. Les consommateurs sont gagnants. Je pense qu'on peut dire ça, hein? Globalement, je pense que le consommateur est gagnant. Je l'ai dit tantôt, je le répète, là, on est un peu négatif si on regarde du côté fédéral, mais quand même, il y a quelque chose de nouveau qui est en place. Ça ne sera pas peut-être comme on aurait voulu, mais au moins le peu qui est là, il est là. Du côté provincial, il n'y a pas beaucoup de changements, en fait. Il y a des clarifications, mais je pense qu'au final, puis le consommateur, c'est aussi le travailleur autonome, hein? C'est aussi le monsieur, madame, tout le monde qui a une job, et c'est de plus en plus courant, les travailleurs autonomes, soit dit en passant. On dit souvent que l'électricité est de plus en plus propre, le pétrole est de plus en plus sale et le travailleur est de plus en plus autonome aussi. Donc, ces mesures-là vont avoir beaucoup d'impact là, pour les gens. Et les travailleurs autonomes ont souvent des emplois qui les amènent sur la route. Il faut le dire aussi. Là. Donc, moi, je pense que globalement, le consommateur est gagnant. En tant que travailleur autonome, moi, je faisais partie de la première cuvée de travailleurs autonomes il y a 35 ans. C'est une des rares fois où j'ai l'impression qu'en tant que travailleur autonome, je ne suis pas pénalisé. Toi, tu as un commentaire là-dessus? Non, c'est vraiment là. S'ils font comme qui a dit là, il y a quelque chose au fédéral, ça s'en vient. On est gagnant. On est parti de 0 à peut-être jusqu'à 5 000. Fait que, on est gagnant par rapport à ça, les consommateurs. Moi, je m'inclus moi-même. Là, j'étais propriétaire de voiture électrique. Parce que la star, je prends la voiture de la compagnie, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Tout le monde est gagnant au niveau des consommateurs, je trouve. Là. Des fois, ça va juste prendre le petit
Le petit affaire de plus qui fait que le client va dire ouais, ok, j'ai un 3 ou 4 000 ou 5 000 de plus. Puis là, ok, là, comme on dit, je vais déclencher. Là. Tu sais, c'est. Fait que je pense qu'Hydro-Québec va être gagnant là-dedans, c'est évident. Vendeurs de véhicules d'occasion, ceux qui vendent des voitures d'occasion électriques. Comme Montréal Autoprix, division hybride électrique, je peux dire que les gens ont le grand sourire aujourd'hui. Et les consommateurs qui sont ici sont aussi très contents. C'est très le fun. Les concessionnaires aussi. Hein? Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai parce que tu vends des véhicules d'occasion aussi. La chose par rapport à ce programme-là arrêtait, tu te souviens, aux 3 mois. Fait que le premier coup, il arrêtait au 31 octobre. Après ça, il s'est arrêté le 31 décembre. Puis là, ils l'ont poussé jusqu'au 31 mars. Flou, hein? De mettre des dates proches, puis prolonger, puis tu sais pas s'il va te prolonger, puis il est prolongé, mais un petit peu. On peut-tu, là, tu sais, canner? Nous, dans notre cas, chez Bourgeois, ça a été ça, parce que, tu sais, les voitures devaient venir on pense qu'il faut que ce soit encore un véhicule qui est hors Québec. Mais quand on a une voiture aux États-Unis, le temps qu'on l'achète, le transport, elle vient, les douanes, l'inspection de la SAC, ça, des fois, c'est 2 à 3 mois avant que la voiture puisse être capable de se vendre. Fait que quand j'arrive à la fin, on est arrivé à la fin octobre, presque plus de voitures usagées au niveau des Spark, etc. On a mis le pied. On a mis le pied sur le frein. On a dit on va attendre ce qui va se passer. Là, ils l'ont poussé au 31 décembre. Mais là, si j'avais des chars là, je vais peut-être les avoir juste le 3-4 janvier. On ne sait pas. On a mis le pied sur le frein. Là, ils l'ont poussé au 31 mars. Ben là, on est rendu en janvier. Fait que là, on n'était pas trop sûr. Ben là, tantôt, quand on l'a su, j'ai appelé le boss, j'ai dit achète des chars usagés. Fait que bref, les entreprises sont clairement gagnantes. Et là, quand je parle des entreprises, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je parle pas juste des entreprises qui vont acheter des camions ou des autobus. Je parle des entreprises québécoises qui font des camions ou des autobus électriques. Ça va être extrêmement intéressant là, de ce nouveau modèle d'affaires-là. Fait que c'est très intéressant. Cela dit, il y a une chose dont je veux parler en terminant, parce qu'on est rendu là. C'est que là, maintenant, on a une petite pause, c'est-à-dire que pendant quelques jours, voire quelques semaines, les ventes de voitures électriques neuves vont être un peu sur les freins à cause du flou du programme fédéral. Mais là, quand ça va décoller, avec le 5 000 $ plus le 8 000 $, attachez vos trucs avec de la broche. Moi, je sens que les ventes vont faire ça comme ça. Et là, on va passer de gens qui étaient des early adopters, des geeks, des nerds, des technos, à monsieur, madame, tout le monde qui vont dire « Excuse, là, je peux m'acheter une voiture avec 13 000 $ de rabais. » Fait que ça va être des gens qui étaient moins intéressés à la voiture électrique. Et là, tout à coup, qui vont se dire « OK, je vais m'acheter une voiture électrique. » Ça, c'est un avertissement pour les concessionnaires. Je vous le dis tout de suite, là. Parce que les concessionnaires, là, qui n'étaient pas plus là-dedans que ça, qui ne s'intéressaient pas à ça plus que ça, qui là vont voir débarquer beaucoup de monde chez eux qui s'intéressent à s'acheter une voiture électrique parce que vu que les rabais étaient vraiment intéressants, mais là, assurez-vous, d'être bien formé, de bien informer les gens, parce que sans ça, on va se retrouver d'ici quelques mois, voire 1 an ou 2, avec le backlash, le ressac de gens qui ne connaissent pas ça, qui ne sont pas techno, qui vont s'attacher des voitures électriques, qui vont se retrouver aux bornes, qui ne sauront pas comment ça fonctionne, et la chicane risque de pogner si on ne fait pas attention. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Puis en fait, on le voit déjà, c'est-à-dire que là, c'est une accélération de ce phénomène-là, mais nous, je peux vous dire qu'à l'AVEC, dans les 2-3 premières années d'existence de l'AVEC, on était toute une gang de nerds qui se parlaient entre nous. Oui. Et dans les... Nano, là. Nano. Mais dans les 2 dernières années, on a passé d'un marché de niche à un marché grand public avec tous les éléments qui viennent avec ça. Puis tu sais, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais c'est tout à fait normal que une mère de famille monoparentale qui s'est jamais intéressée aux autos de sa vie, qui là achète un auto électrique, ou que quelqu'un comme moi à la limite qui était pas jamais un gars d'auto là, tu sais, puis qui s'achète un auto électrique, du jour au lendemain, si on m'explique pas comment ça marche, on nous dit pas comment ça fonctionne, ben on a des questions, on connaît pas toute l'AVEC, on connaît pas tous les forums de discussion, on connaît pas tous les pages Facebook pour se renseigner. On achète notre auto comme on a toujours acheté nos autos. On va chez le concessionnaire. On espère qu'il va nous conseiller correctement. On va faire un choix de voiture. Puis, on est supposé savoir comment ça marche. On a un permis de conduire. Là, attention, il y a un nouveau phénomène, c'est que l'auto électrique a des particularités que votre auto que vous connaissiez avant n'a pas. Comment elle fonctionne dû au fait qu'elle est électrique, comment on la recharge, comment elle se comporte dans différentes situations qui sont fort différentes d'une auto à essence. Et là,
on a besoin de quelqu'un qui nous l'explique. Le concessionnaire, un bon concessionnaire de véhicules électriques, va prendre le temps de me donner cette information-là. Je regarde Yannick, je le sais qu'eux le font très bien. Il y en a d'autres aussi qui le font très bien. Mais ici, il y en a d'autres. Hein? Tu sais, souvent, il y en a plein qui font une bonne job. Mais il y en a qui s'y intéressent pas assez. Très grosse majorité qui le font pas. Tu sais, j'ai encore eu le cas l'après-midi. Là. Tu sais, la cliente s'est fait dire quelque chose. Elle me pose la question à moi. Je dis non, c'est pas ça. C'est comme. Tu sais, en tout cas. C'est toujours drôle de voir Yannick réagir face à ça. Hein. Lui, il est très affecté par la bêtise humaine. Ben, je vais aller dans l'autre sens. T'sais. Continuez à pas faire votre job, ils vont tous venir chez nous. Oui, tu as raison. Et si on regarde du point de vue de ta business, Yannick, tu as tout à fait raison. Moi, si on regarde pour le bien-être de l'électromobilité en général, on a tout intérêt à ce que les gens informent bien, les vendeurs, les concessionnaires informent bien les gens, pour que les gens sachent ce qu'ils font quand ils achètent. Parce que 95% du temps, la personne qui était mal conseillée, c'est pas que cette personne-là pouvait pas avoir d'auto électrique. Ou alors, elle ne sait pas comment ça marche, fait qu'elle est en maudit parce que sachant pas comment ça marche, elle est pognée dans une situation fâcheuse, genre j'arrive à une borne de recharge, je savais pas que ça me prenait une carte, j'ai plus d'électricité, je suis pas capable de me charger, qu'est-ce que je fais? Ou alors, elle n'a pas choisi le bon véhicule pour elle, c'est pas que la voiture électrique est pas bonne, celle qu'elle a choisie ou qu'on lui a mal conseillée est pas adaptée. Il y en aurait eu une autre plus adaptée pour elle, pour laquelle elle aurait été heureuse. Mais malheureusement, ça fait des gens qui vont dire c'est pas bon l'auto électrique parce que celles qui ont eu ne répondent pas à leurs besoins. Moi, j'ai toujours appris, ça fait 25 ans que j'ai en automobile, puis on m'a toujours dit, un client satisfait va t'emmener 6 clients, un insatisfait va t'en faire perdre 20, par exemple. Fait que quand tu es insatisfait d'un véhicule XYZ, tu t'en vas en parler un peu partout. Ah, moi j'ai acheté ta charge, j'aime pas ça, c'est plate. Lui qui pensait peut-être acheter ce véhicule-là, il fait oh, t'as une minute là. Oui, mais là c'est pire. C'est-à-dire que si tu t'achètes une voiture à essence que tu n'aimes pas, tu vas dire la marque X, c'est de la boîte. Si tu t'achètes une voiture électrique avec laquelle tu n'es pas content, tu vas dire les voitures électriques, c'est de la boîte. Il n'y a plus de marque, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir faire attention. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'était extrêmement intéressant. J'espère que ça a intéressé les gens qui étaient là. Et là, je vais vous annoncer que la semaine prochaine, en fait, à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain, c'est la semaine du véhicule électrique chez Montréal Autoprix. Donc, à partir de lundi, il va y avoir toutes sortes de promotions pour les bornes de recharge, Facebook Live. Et la fin de semaine prochaine, donc le samedi et le dimanche 30 et 31 mars, il va y avoir des journées d'essai de véhicules électriques avec l'AVEC, n'est-ce pas? Et puis, il va y avoir cabane à sucre, tir sur neige, puis Yannick va te déguiser en bûcheron. Non, c'est pas ça? Non, OK. OK, ben, je vais t'inviter à venir manger de la tire. Fait que, sur ce, je vous remercie beaucoup. C'était Daniel Breton avec Martin Archambault et Yannick Asselin pour Montréal Autoprix Division hybride électrique. À la semaine prochaine.